Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'esprit public en public du studio 105 de la Maison de la Radio. Merci beaucoup d'être venus encore très nombreux ce matin pour nous rejoindre et nous écouter en direct. Ensemble, nous allons porter un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, François-Xavier Bellamy, Dominique Régnier, Christine Ockrent et Daniel Cohen. Mai 2019. Sur l'agenda, cela semblait si loin, cette échéance qui sonnerait la fin d'une longue torpeur civique et le retour aux urnes pour élire nos eurodéputés. Et pourtant, pour ces élections européennes, dès cette semaine, les grandes manœuvres semblaient avoir déjà commencé. Mardi à l'Assemblée nationale, examen du projet de loi pour mettre fin au découpage électoral de l'Hexagone en 8 grandes euro-régions. Une façon de redonner une dimension nationale à ces élections européennes et qui allait aussi conférer une importance extrême à l'unique tête de liste, à l'incarnation que choisirait chaque parti pour aller défendre un scrutin européen jusqu'ici connu pour ennuyer considérablement les électeurs, même si certains espéraient que la nouvelle donne politique ferait évoluer les regards. Alors dans les partis, le grand casting casse-tête était lancé. Élection européenne encore cette semaine, mais cette fois à Bruxelles, avec ce camouflet infligé mercredi à Emmanuel Macron sur le sujet des listes transnationales, la grande idée du président français, torpillée par les eurodéputés britanniques et par les eurodéputés de la CDU d'Angela Merkel, ce qui en cette semaine de Saint-Valentin n'était pas bon signe quant à l'osmose du couple franco-allemand. Élection européenne où l'on comprenait cette semaine que ce qui allait s'y jouer n'était pas une mince affaire. À la une de plusieurs journaux, invité d'honneur de l'émission politique de France 2, un ministre de l'Éducation. Cette semaine, les oreilles de Jean-Michel Blanquer sonnaient et rougissaient sous les éloges. De lui, on disait qu'il incarnait une politique, une philosophie qui dépassait largement le périmètre de son ministère de la rue de Grenelle. Réforme profonde du baccalauréat, nouvelle procédure d'entrée à l'université, classe dédoublée au CP. Le blanquérisme était présenté comme la mise en œuvre du macronisme à destination des plus jeunes, basé sur le même cocktail savamment dosé de bon sens, pragmatisme, libéré des idéologies. Le ministre vedette qui disait aimer Charles Péguy et l'argent, ce livre défendant l'école des années 1880 et ses instituteurs, magnifique hussard noir, lancé dans l'évangélisation républicaine des territoires. Mais jusqu'où Jean-Michel Blanquer pouvait-il être à ce point consensuel? C'est le moment du sondage. Jean-Michel Blanquer, avez-vous été convaincant ce soir? Eh bien oui, pour 71% des téléspectateurs qui ont regardé l'émission. Du PS, LR, FN, même de la France Insoumise, vous êtes largement au-dessus de 50%, 69% chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez une popularité qui est énorme, Jean-Michel Blanquer. Une réaction d'abord à ce score. J'en suis presque ému. Je pense que c'est le record historique, non? Je reçois ça d'abord avec humilité, parce qu'il faut toujours être très prudent par rapport à ce genre de choses. Et puis je le reçois avec plaisir, parce que je pense qu'on a besoin de ça pour l'école. Voilà pour cet extrait de l'émission politique sur France 2. Jeudi soir, Léa Salamé recevait Jean-Michel Blanquer, 2 heures en prime time pour le ministre de l'Éducation nationale. François-Xavier Bellamy, vous qui, je le rappelle, enseignez la philosophie au lycée, vous avez consacré un livre à l'éducation, Les déshérités ou l'urgence de transmettre. Est-ce que vous avez le sentiment que la France a trouvé là son ministre de l'Éducation idéal, parfaitement consensuel ? La première chose qu'on peut dire, c'est que Jean-Michel Blanquer arrive en fonction dans un moment très particulier pour l'histoire de l'éducation nationale qui correspond peut-être à la fin d'un cycle qui a été marqué par le dernier quinquennat, un dernier quinquennat absolument catastrophique du point de vue de l'éducation nationale et de la relation entre la gauche et l'éducation nationale. On sait que la droite n'a pas brillé, que l'état de notre école est largement dû aux majorités qui se sont succédées et que la crise de l'école est aujourd'hui reconnue de manière unanime. Et cette crise de l'école s'est caractérisée d'une façon très marquée au cours de ce dernier quinquennat, notamment dans les débats autour de la réforme du collège, où une immense majorité d'enseignants, de parents d'élèves, d'élèves eux-mêmes, ont reconnu au fond
dans cette réforme, qui était l'approfondissement des logiques de celles qui les avaient précédées, une forme de folie collective. C'est-à-dire nous avons voulu construire une école qui ne transmettait plus de connaissances, dans laquelle chaque élève construirait son propre savoir, une école de l'expérimentation pédagogique permanente, une école qui était devenue finalement très compliquée, en chantier continuel. Et cette situation a fini par provoquer un état de lassitude, de découragement, de dépression collective assez fort chez les enseignants. Et la réforme du collège a été l'occasion, en particulier, il y a eu aussi la réforme des rythmes scolaires, d'une rupture entre la gauche elle-même et le monde enseignant. Et donc Jean-Michel Blanquer arrive dans un moment où le consensus était tout près d'une certaine manière, parce que aujourd'hui, les enquêtes internationales, l'enquête PISA en particulier, nous ont permis de reconnaître l'évidence qui est que notre système scolaire est profondément inégalitaire, que ceux qui échouent dans notre système scolaire sont relégués dans des situations de difficultés catastrophiques, notamment dans le rapport à la maîtrise des éléments les plus fondamentaux de la connaissance. Tout cela, nous le savons aujourd'hui. Et ce consensus, d'une certaine manière, Jean-Michel Blanquer arrive à temps pour pouvoir faire mûrir à partir de ce diagnostic désormais partagé une réponse que certains qualifieront de conservatrice, mais qui effectivement correspond sans doute à ce que Hannah Arendt décrivait comme l'essence de l'éducation, c'est-à-dire précisément la conservation et surtout la transmission des connaissances fondamentales par lesquelles chaque enfant peut être conduit vers sa propre liberté et sa propre réussite. Et il y arrive d'autant mieux qu'il est élu dans ce contexte politique si particulier autour d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'au fond, il n'est pas un ministre de droite, il n'est pas un ministre étiquetable, et il est susceptible de ce point de vue-là de parler aussi bien à des enseignants qui sont de gauche que de droite, à des parents qui sont de gauche que de droite. Donc c'est vrai que le contexte est extraordinairement favorable. Et il incarne, le dernier point, une forme de sérieux, de pragmatisme, quelque chose qui ne cherche pas les grands coups de menton, les éclats de voix, quelque chose qui nous permet de sortir aussi par le haut de ces débats épouvantables qui ont souvent déchiré l'école entre pédagogistes et républicains où les noms d'oiseaux remplaçaient les arguments. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'en sera-t-il de son action? Et je dois dire qu'il y a une forme de décalage assez étonnant, à mon sens, entre la parole du ministre, qui effectivement séduit très largement, et la réalité de son action, et notamment de cette réforme du bac qui est extrêmement surprenante parce que, d'une part, Jean-Michel Blanquer avait dit, et je crois avec beaucoup de raison, que l'école n'avait pas besoin d'une réforme supplémentaire et que ce qui comptait, c'était de lui redonner une stabilité en permettant enfin aux enseignants de faire paisiblement leur métier, ce métier pour lequel ils se sont engagés et qu'au fond, ils aiment et qu'ils connaissent et que les réformes successives n'ont cessé de leur rendre de plus en plus compliquées. Donc il y a là une grande réforme nouvelle, parce que ce n'est pas une réforme du baccalauréat, c'est une réforme du lycée en réalité, et une réforme bien plus importante pour vous, que toutes celles qui d'ampleur considérable, gigantesque, beaucoup plus importante et beaucoup plus impactante que toutes celles qui l'ont précédée pour ce qui concerne le lycée, beaucoup plus importante que la dernière réforme du lycée. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est une réforme qui semble poursuivre les mêmes logiques que celle de la réforme du collège à certains égards, c'est-à-dire diminution des heures d'enseignement dans les matières fondamentales, diminution de la place laissée à la transmission du savoir, développement de l'expérimentation avec le grand oral qui est un TPE amélioré, et puis surtout une logique comptable qui avait prévalu pendant trop longtemps, et donc quelque chose d'étonnant entre le discours et les actes. Alors on va y revenir bien sûr dans le détail, on va s'attarder un peu sur cette réforme du baccalauréat. Christine Ockrent, pour vous, le blanquérisme, c'est une révolution ou c'est de la communication? Je trouve ce néologisme pas très euphonique. Osons-le ce dimanche. N'étant pas du tout ni enseignante, hélas, et encore moins experte, ce qui me frappe, et je crois qu'en écho des arguments que vient de proposer François-Xavier, c'est je crois que Blanquer répond à une espèce d'angoisse collective vis-à-vis de, je ne dirais pas de l'effondrement, mais de la perte de confiance dans la capacité française à éduquer. Le fait que l'on glisse ou que l'on dérape irrésistiblement dans les classements internationaux, quoi que l'on pense de ces classements, le fait qu'effectivement François Hollande a usé 3 ministres de l'Éducation en 5 ans, c'est quand même invraisemblable. Le fait d'ailleurs qu'aucun des prédécesseurs de Jean-Michel Blanquer ne l'attaque véritablement, comme si chacun, à sa façon, reconnaissait qu'ils avaient failli. Tout cela donne à cet homme, qui est par ailleurs extraordinairement calme, extraordinairement posé,
et extraordinairement professionnel, parce que ce n'est pas un vrai de la société civile, c'est un professionnel de Enfant du l'éducation. sérail, donc précis et technique quand il le faut, c'est ça? Oui, mais en même temps politisé suffisamment. Il faut une immense habileté politique pour faire en sorte que ni les lycéens d'un côté, ni les syndicats de l'autre, ni telle ou telle association de parents d'élèves ne soient déjà dans la rue. Et cela vient, je crois, d'un parcours très singulier, assez peu français finalement, où l'on voit, je crois qu'il est professeur de droit à l'origine, il a participé à plusieurs cabinets ministériels, plutôt de droite, comme on disait dans l'Ancien Monde. Autrefois. Je crois même qu'il a collaboré au programme d'Alain Juppé au moment de la dernière présidentielle. Et tout cela confère à cet homme d'abord une connaissance du milieu, du terrain, qui sont extraordinairement précieuses. Et puis il a cette manière d'être, cette manière de faire, qui est éminemment rassurante. Donc bravo, Jean-Michel Blanquer. Bon, merci beaucoup, Vive Christine le Ockrent. blanquerisme, Bonne journée, bon dimanche. nous initions ce terme. Alors essayons justement de rentrer un peu dans le détail de ce blanquérisme. On va assumer cette terminologie-là au moins jusqu'à la fin de cette émission. Daniel Cohen, savoir-faire, habileté politique, dit Christine Ockrent. Mais quoi, le diable est dans les détails, c'est ça que vous dites, vous? C'est un peu ce que disait aussi François-Xavier. Il y a les paroles et il y a les actes. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le domaine de la parole, c'est assez formidable, puisqu'on a d'un côté un ministre qui explique qu'il va s'entourer de spécialistes du cerveau, des neurosciences, et donc les dernières connaissances produites par la science vont être mises au service de la rénovation de l'école. Et puis pour la réforme de la maternelle, et ça c'est le prochain chantier en mars prochain. Et puis en même temps, quand il décline l'idée de la République qu'il a, il parle de retour des uniformes, de la chorale, de la dictée, du redoublement. Après avoir fait l'éloge de la science, il revient sur la semaine de 4 jours, alors que tous les scientifiques, tous les psychologues... Il laisse la liberté sur tous les sujets que vous avez évoqués à l'instant. C'est déjà à 85%, si j'ai bien compris, que de facto les écoles et les établissements scolaires sont revenus à la semaine de 4 jours. Donc il y a un contraste, il y a l'éloge de la modernité, et puis un clin d'œil très appuyé à l'école de Jules Ferry. Donc c'est normal que ça plaise, parce qu'on a les deux mondes à la fois pour le prix d'un. En même temps, ouais, voilà. Alors maintenant, tout à fait. Mais maintenant, la question, c'est quand on regarde ce qui se passe, et on peut partir de la réforme du bac. Donc c'est une réforme attendue, parce que ça fait longtemps qu'on se plaint du bac. Pourquoi? Parce que bon, le bac est coûteux pas simplement financièrement, coûteux parce que ça mobilise les établissements, ça oblige les autres classes à interrompre leur scolarité, leurs enseignements plus tôt, et surtout coûteux, j'ai envie de dire pédagogiquement, puisque tous les gens qui ont dans cette salle ou autour de ce bureau, comment ça s'appelle, des enfants savent que l'année de la terminale, c'est la grande course engagée pour finir le programme avant le bac, donc au mépris de toutes les qualités pédagogiques qu'on voudrait associer au programme. Donc oui, il fallait réfléchir au programme, oui, couper entre du continu et du final, très bien. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'on va arrêter les filières et on va donner des spécialités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dès la première, il y a des élèves qui ne vont faire aucune science économique et sociale. Il y a des élèves qui ne vont plus faire de maths. Il y a des élèves qui vont passer au travers de l'informatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la réforme qui est faite... Peut-être on précise, parce que c'est pas dans le tronc commun, désormais, il y aura du français, de la philosophie, de l'histoire géo, de langue vivante, et cette nouvelle discipline appelée humanité numérique et scientifique. Voilà, donc personne n'est capable, ça sera 2 heures par semaine, personne n'est absolument capable de dire ce que ça sera. Ce qui est certain, c'est que les mathématiques, la physique ne seront pas dans ce domaine. Il y a aussi une spécialité qui s'appelait numérique et sciences informatiques, qui sera une spécialité qui n'est pas ces humanités. Qui n'est pas dans le tronc commun. On attend de voir qu'ils ne sont pas dans le tronc commun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on est en train progressivement de transformer la première et la terminale en une préparation à la fac, puisqu'on voit bien que ça fait partie de cette histoire que pour entrer à la fac, il faut des attendus. Ben voilà, on les prépare, mais avec toutes les pathologies de la fac. Les pathologies de la fac française aujourd'hui, c'est précisément qu'après le bac, on demande aux jeunes bacheliers de décider s'ils seront avocats, médecins, économistes, professeurs d'éducation physique, à rebours de, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis, où au contraire, la fac, l'équivalent de la licence, c'est un moment d'apprentissage de tous les champs possibles du savoir pour préparer l'élève d'abord à maîtriser ces champs du savoir et ensuite, plus tard, de se spécialiser.
Je ne vais pas refaire un grand dessin sur la société post-industrielle et le monde qui nous attend, mais il est parfaitement évident que personne aujourd'hui n'est capable de dire quelles seront les compétences qui seront nécessaires dans les 30 prochaines années. On sait qu'il y aura de l'informatique, on sait qu'il y aura des statistiques, on sait qu'il y aura sans doute du droit pour pouvoir se repérer dans le monde. On sait sans doute qu'il y aura aussi besoin de sciences morales pour se repérer dans le monde des réseaux sociaux. Et donc moi, je pense que pour le coup, c'est une occasion véritablement ratée. Il aurait fallu faire tout à fait autre chose, simultanément à la réforme de la fac, je pense, c'est-à-dire de prendre 3-4 troncs communs. On aurait eu un tronc littéraire, comme c'est le cas encore... Vous n'auriez pas arrêté les filières ? Du français. Changer les filières, c'est au nom de l'idée qu'il faut des troncs communs. Donc on aurait eu un tronc, par exemple, histoire, géo et sciences sociales, dans lequel on aurait fait alterner peut-être les enseignants pour être certains que les élèves ont une connaissance qui ne s'arrête pas aux guerres napoléoniennes ou à la Première Guerre mondiale, mais qui vont jusqu'à la compréhension du monde dans lequel on est, des inégalités, tout ce qu'on voudra. En mathématiques, il faut un socle de connaissances en mathématiques. Renoncer aux filières, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de dire, toi tu es littéraire, c'est fini, tu ne comprendras jamais une statistique, une moyenne, un écart type. Et donc refaire un tronc commun à partir duquel, oui, au sein de chaque discipline, on peut faire des spécialisations qui vont faire, on va être un peu plus matheux, mais les autres pourront le rattraper ensuite. Bref, derrière les mots, la splendeur de l'école remis au centre d'un projet politique, moi je vois surtout une formidable occasion manquée de réformer le lycée et la fac dans le sens que le marché du travail et le bon sens nous demandent de faire, donner des connaissances communes dans beaucoup plus de domaines que ceux que sont capables de maîtriser les élèves quand ils sortent du lycée et a fortiori quand ils rentrent ensuite dans la fac. Alors Dominique Régnier, vous qui vous aussi connaissez le métier d'enseignant et qui avez regardé cette réforme du bac dans le détail, est-ce que vous considérez comme Daniel Cohen que c'est une occasion manquée? Non, d'abord, Émilie Ouvry, vous avez aujourd'hui invité 3 enseignants professionnels. Donc c'est aussi... C'est pour ça que je suis tellement intimidée. Vous faites bien, Christine. C'est le principe. Après, tout s'effondre. Mais au début, ça commence par l'intimidation. On fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Mais ça ne dure pas très longtemps. Pas trop de digression. Allons-y. Non, mais ce n'est pas une digression, en fait. Mais je voudrais juste insister sur un point. L'état de l'école en France... C'est très paradoxal, parce que d'un côté, il y a sans doute beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, d'un côté, il y a les efforts inouïs faits par les enseignants. Ce n'est pas une formule, une clause de style, c'est absolument essentiel, tous les jours, ça tient par ça, c'est absolument fondamental, et c'est de plus en plus difficile. Ça tient quand même. Et de l'autre côté, il y a cette double trahison, qui est notre faute collective. Hein. Pour un pays comme la France, c'est un désastre. Parce que d'une part, nous considérons dans notre roman national, et ça n'est pas entièrement faux, avoir un rapport singulier à la connaissance, à la passion pour la connaissance et sa transmission, et ça ne marche plus. Et nous considérons, c'est aussi dans le roman national, avoir une attention particulière pour l'égalité, et ça ne marche plus depuis longtemps. Quand on dit que nous sommes mauvais dans les classements internationaux, il faut savoir que ce n'est pas simplement du point de vue de la connaissance de nos élèves. Nous sommes dans le bas du classement en termes de performance, de compétences. Nous sommes dans le bas du classement en termes d'égalité. La France est un des pays les plus inégalitaires en matière d'éducation nationale. Le plus inégalitaire de tout l'OCDE. De tout l'OCDE, mais je pensais aux classements PISA qui sont plus larges que ça. Mais en tout cas, 20% en France de la réussite d'un élève s'explique par ses origines sociales ou de l'échec, et c'est 13% en moyenne. Donc on a un échec qui est humiliant pour nous, compte tenu de nos promesses et de nos convictions. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a absolument pas évité la dégringolade dans les classements sur ces 2 points. Et donc le chantier, il est essentiel. C'est aussi pour ça, et je suis d'accord avec ce que dit Christine Ockrent sur ce sondage, 71% d'accord avec ou convaincu par Jean-Michel Blanquer, c'est l'expression d'un immense désarroi. Tout le monde a conscience de l'urgence. Enfin, l'urgence. Le problème, c'est que c'est pas une question d'urgence. Non, c'est un chantier colossal. Il ne se passera rien d'essentiel dans 2 ou 3 ans. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce sont de grandes constructions immenses. Il y a peu de constructions aussi complexes que l'éducation nationale française. Il faudrait, par contre, et je ne suis pas sûr que nous y arrivions, mais il faudrait qu'il y ait véritablement sur ce sujet-là, c'est un vœu pieux, je crois, hein, parce qu'en même temps, moi je suis professeur de sciences politiques, donc la politique, je l'observe un petit peu quand même, mais parfois de très près. Mais c'est l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de sujet hors
controverse, qui serait l'école, sur laquelle on pourrait avoir une doctrine commune qui aurait des chances de subsister après les alternances. Et ce qui fait, je pense, une des qualités de Jean-Michel Blanquer depuis qu'il est dans sa fonction, c'est que dans ses prises de parole, j'espère que ça durera parce que c'est une des clés, il ne fait pas cette politique politicienne qu'on a tellement mêlée à l'éducation et qui a tellement fait aussi qu'aller dans la rue contre une réforme, c'était aussi faire de la politique. Je voudrais juste ajouter, Émilie Oubry, un point très important. Un autre grand défaut que nous avons, c'est une hypocrisie profonde. Ce pays n'arrive pas à admettre un principe d'orientation qui a à voir avec des mécanismes de sélection. Et l'hypocrisie, elle tient dans ceci. En France, et chacun en est le témoin, chacun peut se consulter lui-même et en être, je dirais, le juge. En France, les filières les plus prestigieuses sont sélectives. Celles qui ouvrent sur des carrières prestigieuses et rémunérées et de pouvoir sont sélectives. Et même dans les filières moins prestigieuses, les filières les plus efficaces, je pense aux IUT, sont des filières sélectives. Les BTS sont sélectifs, etc. Autrement dit, nous avons un discours collectif qui semble dire qu'il ne faut pas de sélection, et nous pratiquons exactement l'inverse, en particulier lorsqu'il s'agit de choisir et de former les élites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sélectif, je dis qu'il faudrait que les mécanismes d'orientation et de sélection soient aussi au bénéfice des milieux les moins favorisés, car on leur réserve à eux des accès de droit à des formations de 3e catégorie dont nous devrions aujourd'hui même, je dirais, merci pour ce rappel des principes et cet état des lieux, mais est-ce que vous considérez que cette réforme du baccalauréat, je reviens à ma question initiale, répond à cet état des lieux que vous venez de nous faire de façon assez précise? Je pense que ce qui répond en partie, dans le détail, évidemment, c'est tout ça. Encore une fois, c'est une architecture tellement... Oui, mais c'est une architecture tellement complexe. Il y a moins d'1 an que ce gouvernement est en place, et cette réforme, ils ne vont pas la retoucher, elle est faite, elle va se mettre en place, mais c'est tellement absurde même cette idée qu'on puisse en quelques mois changer ce dispositif qui est colossal, mais enfin c'est un mouvement qui est initié. Ce que j'espère, c'est que le mouvement initié, dont j'ai du mal à mesurer les effets, puisque la mesure va rentrer en application, et puis on verra. Ce que j'espère, c'est qu'il est suffisamment souple pour pouvoir se transformer lui-même et ne pas être rigide. Si on imagine une réforme qui a des chances de préparer notre société aux défis du futur, c'est sûr que non. 2 heures d'enseignement sur les humanités numériques, je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous enseignent le numérique. Donc avant que nous ayons la capacité de les former véritablement dans un métier du numérique, il faudra un enseignement beaucoup plus structuré et sans doute beaucoup plus présent. Alors soyons davantage précis avec vous, François-Xavier Bellamy, dont je rappelle que vous connaissez le lycée puisque vous y allez tous les jours enseigner. Prenons par exemple ce point de départ de ce fameux tronc commun dans lequel il y aura désormais pour tout le monde du français, de la philosophie, on se dit que ça doit vous convenir, vous qui l'enseignez, de l'histoire-géographie, de langue vivante et cette nouvelle discipline humanité numérique et scientifique. Est-ce que ça, c'est un bon point de départ? La première chose qu'on peut dire, c'est que d'abord, le premier effet de cette réforme sera de faire baisser le nombre d'heures de cours pour tous les élèves au lycée. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très inquiétant, c'est la continuité de ce qu'on a déjà vécu, c'est une réforme comptable. On peut espérer de cette réforme d'abord la suppression de 30 000 postes de fonctionnaires. C'est quand même sa première efficacité. Or aujourd'hui, et c'est là que je ne comprends pas Jean-Michel Blanquer qui nous dit que le point de départ de notre réflexion collective sur l'école, de cette doctrine commune, je pense, qui est toute prête d'être cristallisée parce que nous sommes réveillés par les classements internationaux. De fait, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le défaut de notre école, c'est le manque de maîtrise des fondamentaux. Donc oui, pour un tronc commun, mais si c'est simplement pour diminuer le nombre d'heures de cours qui seront données dans chaque discipline, alors même qu'aujourd'hui, dans les classes les moins favorisées socialement, nous avons des centaines de milliers de jeunes qui sont en grande difficulté de maîtrise dans la lecture et l'écriture. Faire baisser le nombre d'heures de cours, c'est suicidaire. Le deuxième élément qu'on peut dire, c'est que, et je rejoins parfaitement ce que disait Daniel Cohen sur ce point, l'effet principal de cette réforme n'est pas de renforcer ce tronc commun, mais au contraire d'anticiper la spécialisation. C'est-à-dire, on voit bien que nos élèves ont de plus en plus de mal à s'orienter, et on comprend parce que le monde de demain est de plus en plus confus, mais on leur demande maintenant de se déterminer de plus en plus tôt dans une spécialisation de plus en plus avancée. Et donc, le véritable effet n'est pas de renforcer le tronc commun, mais d'anticiper la spécialisation. Une spécialisation qui, par ailleurs, étant donné la baisse de ce nombre d'heures de cours, ne sera pas plus efficace. Parce que si vous prenez par exemple quelqu'un qui va se spécialiser dans les domaines de l'économie ou de la sociologie, en fait, il va avoir dans sa spécialisation 3-4 heures d'économie, c'est-à-dire moins que ce qu'il a aujourd'hui en section économique et sociale. Un élève qui fait une filière littéraire aujourd'hui à 8 heures de philosophie en terminale, demain il en aura au maximum 4 ou 5. Donc il y a quelque chose qui... Donc il y a quelque chose qui pose problème dans cette construction
l'éducation. Et vraiment, j'ai du mal à comprendre. Je dirais simplement un dernier point, parce que peut-être 2 derniers mots très rapides. Le premier point, c'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les élèves les plus en difficulté, ce qui les rattache à l'école, c'est la classe. Cette spécialisation avancée, elle va faire disparaître la classe. Et ça, c'est parfaitement assumé par Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire les classes en tant que telles vont disparaître. L'enseignant, est-ce que ça, c'est vraiment un problème majeur ? Verra passer devant lui des élèves de passage qu'il ne connaîtra pas, qu'il l'accompagnera moins efficacement, parce que ces élèves vont être là de manière modulaire. On fait disparaître une unité qui aujourd'hui était décisive pour éviter le décrochage, qui est un de nos principaux problèmes. Et le dernier point que j'évoquerai simplement, c'est... tout à l'heure, Daniel Cohen disait que c'était une réforme attendue. Pour ma part, je ne le crois pas. Je suis en effet enseignant dans le secondaire. Je crois que tout le monde s'accordera sur le fait que l'urgence n'était pas de réformer le baccalauréat. Jean-Michel Blanquer lui-même, qui l'a redit d'ailleurs au cours de l'émission politique, notre principal problème aujourd'hui, c'est l'enseignement primaire. Ce sont ces enseignants des classes de maternelle et de primaire qui sont effectivement abandonnés dans des contextes d'enseignement de plus en plus difficiles et qui peinent à transmettre les éléments les plus fondamentaux du savoir. Quand vous arrivez au collège avec des difficultés de lecture, vous allez les traîner jusqu'à la fin. Le problème n'est pas le baccalauréat. Il y a eu le dédoublement des cours préparatoires. Donc alors ça, on pourrait le discuter aussi, mais ce serait encore un autre grand sujet, parce que c'est pas du tout évident qu'en divisant par 2 le nombre de classes, ce qui contribue d'ailleurs à augmenter massivement les effectifs dans les autres classes autour du CP. Tous les instituteurs reconnaissent qu'on apprend mieux à lire à des groupes de 12 qu'à des groupes de 30. D'accord, mais le problème, c'est qu'après, vous vous retrouvez en CE1 et en CE2 avec des classes de 32. Donc, c'est quand même un choix stratégique qui est assez délicat à mener. Et puis, la question qui se pose fondamentalement, c'est aussi la question de l'organisation de nos enseignements. Mais cela étant dit, en tous les cas, c'est vrai que concrètement, cette réforme du bac, je ne crois pas qu'on puisse en espérer une amélioration pour nos élèves. On peut en espérer une économie pour Bercy, et ça, c'est quand même inquiétant. Christine Ockrent, vous les trouvez sévères, nos camarades, sur cette réforme du baccalauréat ? Ils sont tous professeurs, donc évidemment, comment on attend de l'indulgence ? Non, mais... Pour la profane que je suis, je trouve que l'argument du nombre d'heures n'est pas pertinent, parce que ça devrait marcher très bien alors, puisqu'il y a tellement d'heures. Eh ben, manifestement, ça ne marche pas. Là où je crois que la réforme du bac, en fait, c'est une manière aussi de réformer l'accès à l'enseignement supérieur. C'est bien ça, c'est véritablement le carrefour de notre système scolaire. Et là, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Dominique Régnier, parce que nous avons en France cette passion de l'égalitarisme dans une société qui devient très inégalitaire et avec une incapacité absolue, semble-t-il, au niveau de l'éducation, à réduire ces inégalités. Donc il y a ce divorce entre le discours qui est à la fois bienveillant et qui correspond à notre ambition d'universalisme et de tradition culturelle éminente. Et à côté de ça, effectivement, ce sentiment d'un système qui se déglingue. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faudra sans doute, sinon une génération, en tout cas 10 ans, pour voir si ce train de réforme, qui probablement ne vont pas s'arrêter à la réforme du bac, enfin on peut le souhaiter, on verra si ça porte ses fruits, mais c'est pas du court terme. Pour terminer, Daniel Cohen, je vous laisse la conclusion de cette première partie. Il est beaucoup dit aussi par les proches de Jean-Michel Blanquer qu'il s'agit finalement, au fond, de reprendre le meilleur d'un système anglo-saxon où l'on permet aux lycéens de panacher ces matières sans s'arrêter à s'il est scientifique ou littéraire, et que surtout on le désigne comme responsable de se forger son enseignement, de composer ses enseignements. Moi, je pense que c'est exactement le contraire qui va se produire. Le système anglo-saxon, en effet, dans les lycées, on n'apprend pas grand-chose. Et sachant cela, quand on rentre encore une fois au collège, on reprend tout, on vous donne des fondamentaux qui vous permettent, sans anxiété, de faire des maths, alors qu'en France, à partir de la seconde, t'es matheux ou pas, et c'est fini, c'est irréversible. Donc vous imaginez ce que ça veut dire que rentrer dans un monde dans lequel, dès le départ, on est estampillé littéraire sans aucune possibilité ensuite de maîtriser les choses fondamentales. C'était justement le système d'avant. Est-ce que c'est pas l'inverse que propose Jean-Michel Blanquer, en mettant fin aux filières, etc. Au moins quand il y avait des filières. Encore une fois, moi je suis très favorable au renoncement aux filières, à condition que ça signifie donner un socle partagé à tout le monde. Mais on va dire au moins quand il y avait des filières, les élèves de ES, ils avaient un tronc commun de maths. Là, on peut en effet directement aller vers une spécialité en échappant à la case maths. Une parenthèse dans la parenthèse, très intéressante, et à la question de la formation des maîtres qui n'est pas encore abordée aujourd'hui. Mais un de mes amis, Martin Handler, qui est président d'une association, avait fait cette destinée à renforcer l'attractivité des mathématiques auprès des jeunes gens, faisait cette constatation extrêmement simple, c'est que les enseignants dans le primaire, les instituteurs, en fait, viennent tous de filières littéraires en réalité, n'ont pas fait de maths.
depuis la seconde, la première. Et comme on les amène à bac plus 5, c'est très difficile pour eux d'enseigner les mathématiques. Ce n'est pas du tout l'opprobre sur les enseignants. C'est juste une petite constatation des effets de cette spécialisation précoce qui fait qu'au bout du compte, il y a des choses aussi fondamentales que les mathématiques qui peuvent échapper ensuite à jamais à des instituteurs ensuite, mais à beaucoup d'autres métiers. Donc on ne va pas du tout dans la bonne direction par rapport à ça. La question des inégalités, oui, en effet, comme le disait très bien Dominique, la France est le seul pays qui non seulement est inégalitaire, mais qui réussit ce tour de force, selon les enquêtes PISA, à faire augmenter les inégalités au cours de la scolarité. C'est-à-dire les dessins divergent au lieu de converger même un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en gros, dès le départ, les élites sont dans une stratégie qui consiste à amener leurs chéris dans les classes préparatoires, en sachant que tout le reste, les profs eux-mêmes internalisent en quelque sorte cette contrainte de surfavoriser les premiers. Donc c'est tout ça qu'il faut reprendre pour redonner de la respiration à notre formation. Un dernier mot, on a parlé du bac, mais non, on ne parle pas du bac, on parle de la moitié du bac. Les bacs techno, les bacs professionnels, qui font quand même partie de la question centrale si on veut s'attaquer aux inégalités, ne sont pas abordés. Quelle serait la réponse pour ces bacs-là ? Mais ça serait de revenir sur les IUT, les BTS, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, pour doubler, pour tripler leurs effectifs, pour s'assurer qu'en effet, il y a une continuité entre ce qu'ils apprennent au bac et au lycée. Toutes ces choses... C'est la réforme suivante, quand même. Toutes ces choses, pour l'instant, ne sont pas... L'apprentissage et le bac pro, ce sont les réformes à venir. Oui, mais c'est un ensemble. On veut changer le lycée en vue d'améliorer l'articulation avec la fac. On ne change pas la fac en même temps. De même, on veut lutter contre les inégalités. Ça doit faire partie d'un plan qui fasse que l'entrée à la fac soit plus utile et donc que les formations BTS et IUT soient également augmentées. On ne voit pas, je suis désolé de le dire, mais ce plan d'ensemble pour l'instant. Vous non plus, vous ne voyez pas l'architecture, et ce sera le mot de la fin sur cette première partie, Dominique Régnier. Non, il y a brièvement. Juste un pas qu'on ne sait pas franchir en France. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais on fait l'hypothèse dans ces réformes, comme dans la conception qu'on a de l'école dans nos échanges publics, on fait l'hypothèse que ce sont en gros les mêmes enfants devant les mêmes programmes, dans les mêmes structures. Or, la vérité, et on est nombreux à le savoir, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes enfants, pas du tout dans les mêmes conditions sociales, et qu'à un certain degré, il est même plus possible de dire qu'ils peuvent passer par les mêmes formations et les mêmes filières. Et donc, que fait-on quand on est un responsable politique ? L'idée, ce serait peut-être d'offrir des programmes différenciés et des méthodes différenciées pour faire en sorte que les inégalités soient à l'avantage des plus défavorisés. Mais c'est un pas qu'on ne veut pas faire, puisqu'on ne veut pas sortir d'un discours universaliste. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Allez, à présent, changeons d'échelle. Après l'avenir des jeunes Français, l'avenir de la vieille Europe. Certains redoutent les prochaines élections européennes de 2019 sur un continent où, on le sait, prospèrent les populismes et les euroscepticismes. Hongrie, Pologne, mais aussi Autriche, Italie, Belgique. En France, la ligne europhile du nouveau président sera-t-elle majoritaire ? Quelle sera finalement la ligne de la droite de Laurent Wauquiez ? Que fera la gauche divisée ? Le Front National va-t-il se refaire une santé à l'occasion de ce scrutin ? Ce qu'ambitionnent aussi les Insoumis. En attendant, la proposition macronienne de liste transnationale a été rejetée cette semaine au Parlement européen à cause de la perfide Albion et de ses eurodéputés, et puis à cause aussi des eurodéputés de la CDU, le parti d'Angela Merkel, tandis que le Parlement français annulait, lui, cette semaine, le principe de découper la France en 8 eurorégions ou 8 eurocirconscriptions aux grandes dames des amis de Laurent Wauquiez. À écouter par exemple les commentaires de Brice Hortefeux sur ces deux actualités, on comprenait cette semaine que l'Europe allait bien être le grand débat à venir. On a tripatouillé le mode de scrutin une première fois en passant à une liste nationale. Est-ce que l'Europe souffre d'un excès de proximité ou d'un excès d'éloignement ? Pardon, c'est d'un excès d'éloignement. On éloigne encore un peu plus. Deuxième élément, on va vous proposer des listes transnationales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça veut donc dire que dans la proposition de président de la République, les Français ne sauraient pas combien ils auraient de députés, puisque ça serait la liste nationale, on ne peut pas le prévoir. La conséquence serait un éparpillement, c'est-à-dire un affaiblissement de la France au sein des institutions européennes. Heureusement, le Parlement européen a écarté cette possibilité. J'espère que le président de la République française entend le message qui est adressé par les élus. Christine Ockrent, en réalité, ces élections européennes lointaines de 2019, ça y est, elles ont commencé. Oui, bien sûr, et pour une raison simple, c'est le premier scrutin que devra affronter le président de la République et ce mouvement politique qu'il a fait naître en marchant. Mais ce qui est extraordinaire quand on entend ces propos, que ce soit ceux de Brice Hortefeux ou d'autres, c'est que ce sont absolument les mêmes arguments qu'on entend tout le temps à chaque fois que l'on entreprend de réformer le mode de scrutin des européennes, dont on s'empresse de dire qu'évidemment,
elles ennuient tout le monde. Et je surveille mon langage. Donc, en 2004, si ma mémoire est bonne, on a décidé que pour rapprocher, n'est-ce pas, les citoyens de leurs eurodéputés, il fallait faire 8 grandes circonscriptions. C'est évidemment complètement bidon. Je défie quiconque de véritablement désigner, sauf par liens amicaux, son ou 16 eurodéputés. Mais une remarque quand même sur cette histoire de liste transnationale. Il faut bien voir que la réforme qui a été proposée et recalée par le Parlement européen, ce ne sont pas des listes transnationales globales concernant la totalité des députés français. Sur les sièges libérés vacants par les Britanniques. Ce seront les sièges, il y en a très précisément 73 libérés par les Britanniques quand ils sortiront. Ce qui est cocasse, c'est qu'évidemment les eurodéputés britanniques ont participé au vote. Ils font le menu d'un repas auquel ils ne participeront pas. Sur ces 73 sièges, il s'agit en fait très précisément de 27 sièges qui auraient été réattribués selon un mode transnational. Je rappelle d'ailleurs, par le passé, si ma mémoire est bonne, Maurice Duverger, un illustre professeur de droit, a été élu en Italie sur une liste italienne eurodéputé dans les années, Daniel, je ne sais pas, les années 70, 80. Donc encore une fois, gardons cette histoire de liste transnationale à sa véritable proportion. Pour en revenir à cette idée macronienne d'avoir à nouveau une seule circonscription, c'est évidemment une stratégie de division et d'accentuation, si j'ose dire, de l'écartèlement absolu aussi bien de la droite traditionnelle française que de la gauche traditionnelle française, qui ni l'une ni l'autre n'ont jamais résolu leur division profonde entre souverainistes, eurosceptiques et pro-européens. Vous avez aussi bien à droite qu'à gauche les mêmes fractures, et il est évident qu'avoir une seule circonscription, cela va permettre aux partisans d'Emmanuel Macron et aux gens qui vont défendre cette approche de mettre du sel sur ces vieilles plaies. Cette renationalisation, repersonnalisation d'un scrutin à l'occasion de ces européennes, François-Xavier Bellamy, cela vous inspire quel commentaire ? On voit bien évidemment l'intérêt politique qu'il y a derrière et que Christine O'Krent résumait parfaitement. Et cependant, il est évident que c'était une mesure nécessaire pour pouvoir rendre de nouveau le scrutin plus lisible par les Français, parce qu'honnêtement, c'est... Donc vous êtes en désaccord avec Brice Hortefeux sur cette question. Pour vous, c'était bien bien sûr, mettre fin à ces 8 euro-régions qui n'avaient pas de sens, vous dites ? En tous les cas, je suis entièrement d'accord avec Christine O'Krent sur le fait qu'il est impossible à un Français normal de connaître les eurodéputés qu'il représente, et donc l'argument selon lequel il faudrait rapprocher à travers ces eurorégions l'Europe des territoires paraît totalement désuet et un peu artificiel. La vérité, c'est que au moins nous aurons un débat bien plus clair avec des listes nationales à une échelle qui permettra un débat véritable entre les différentes forces politiques qui concourront à ce scrutin. Et c'est à mon avis, une excellente chose. Parce que de fait, l'Europe va être un grand débat. La seule chose qui m'inquiéterait, ce serait que ce débat, du coup, soit ramené, comme semble vouloir le faire le parti du président de la République, à un débat pour ou contre l'Europe, qui, d'une certaine façon, serait le danger majeur pour l'avenir de l'Europe. Parce que si le débat est pour ou contre l'Europe, alors dans ce cas, nous risquons de voir beaucoup de Français prendre parti dans ce schéma très caricatural. Il me semble que la vraie question qui se présente à nous, c'est comment penser l'Europe, comment construire l'Europe. Et de ce point de vue-là, la question des listes transnationales, pour anecdotique qu'elle fut en termes de nombre de parlementaires concernés, avait une portée symbolique extrêmement importante. Je crois que ce qui est en jeu... Vous y étiez favorable ou pas, pour qu'on comprenne bien ? Non, pour le coup, je crois que c'était une décision politique majeure, en ce sens qu'elle introduisait cette idée qu'Emmanuel Macron a exprimée d'une manière très transparente dans le discours d'Athènes, puis dans le discours de la Sorbonne, l'idée qu'Emmanuel Macron a formulée en disant qu'il n'y a plus de souveraineté
pour les nations, qu'il n'y a plus de souveraineté qu'européenne dans le monde des grands ensembles qui se dessinent. Ça, c'est vraiment le débat politique majeur. Peut-être que les Français se prononceront pour affirmer que la bonne échelle de la souveraineté, c'est l'échelle européenne. Pour ma part, je ne le crois pas du tout. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est, dans ces élections en particulier, un débat autour de cette question. Comment voyons-nous l'avenir de l'Europe? Non pas contre l'Europe ou pour l'Europe, ce qui est totalement absurde, mais comment construire l'Europe? Faut-il construire une Europe qui dépasse la souveraineté des peuples pour pouvoir établir une souveraineté à l'échelle européenne, et pourquoi pas du coup demain construire des listes transnationales de manière globale et non plus de manière ponctuelle. Mais pour ma part, je serais infiniment plus favorable à l'idée que l'échelle démocratique, et nous en avons déjà parlé ici, c'est l'échelle du démos, c'est-à-dire l'échelle d'un peuple qui a au niveau national, comme le feront ces élections, un débat particulier pour pouvoir exprimer sa liberté et sa responsabilité. Dominique Régnier, sur cette nationalisation, renationalisation et ou extrême personnalisation du scrutin qui s'annonce. D'abord, un peuple, c'est une population à laquelle on Vous aviez déjà eu ce débat la dernière fois. Une question politique, et donc il serait peut-être temps de poser une question politique aux Européens pour qu'ils puissent répondre en tant qu'Européens. Mais simplement, il faut quand même répéter une chose. On entend beaucoup dire, et je crois que tous, autant que nous sommes, nous l'avons tous dit à un moment ou à un autre, que cette globalisation appelle une gouvernance démocratique. L'Union européenne et le Parlement européen, dans l'histoire des démocraties et encore aujourd'hui, c'est le seul lieu, et le Parlement européen est la seule instance démocratique post-nationale. C'est absolument terrible que nous n'arrivions pas à mesurer la profondeur, la puissance de cette innovation et à quel point elle est une réponse présente pour le monde qui vient. Et l'idée de réfléchir à une souveraineté européenne, qui n'exclut pas d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, la souveraineté nationale, qui parle d'une combinaison, cette idée, elle est très liée à cette recherche qui est le propre du projet européen, d'aller vers une dimension post-nationale ou transnationale qui est déjà contenue dans ce statut unique. Nous sommes les seuls à l'avoir, d'une citoyenneté européenne qui nous permet, si on est européen et ressortissant d'un pays européen, de voter dans n'importe quel pays de l'Union, par exemple pour les élections européennes, comme de candidater, comme vous le disiez, Christine O'Crane. Nous sommes les seuls. C'est la pointe avancée dans le monde aujourd'hui de la consultation des peuples au niveau non seulement national, qui restera nécessaire, mais aussi transnational, l'Europe. Donc, l'idée de liste transnationale, moi je regrette beaucoup, amèrement, que ce soit un échec. C'était un grand progrès dans le bon sens pour que les peuples soient capables, avec leur nation, au-delà de leur nation, de peser sur le cours de leur destin. Nous y avons renoncé, nous avons été empêchés, et de façon tout à fait inélégante ou très perverse par les Britanniques, qui ont décidé de peser sur un ordre dont ils se retirent. Et par ceux de des députés de la CDU, oui, donc mais les députés allemands. Au moins, les Allemands, ils restent. Je dirais, ils sont dans leur rôle, ils peuvent être en désaccord. Mais ça nous donne quelle indication sur l'état de la relation franco-allemande aujourd'hui? Je pense que c'est une question politique compliquée sur la manière dont les grands partis politiques qui vont ressortir de ces élections vont pouvoir s'accorder ou pas pour déterminer la nature de la Commission européenne. Il y a beaucoup de ça qui se prépare aujourd'hui. Mais pour les peuples dont nous sommes, nous, la composante, dans la discussion que nous allons avoir, il est évident que cette discussion doit porter au niveau national. Je ne répète pas les arguments qui ont été faits en faveur de la renationalisation de ces élections. C'était effectivement pas un argument recevable, ce qui avait été dit auparavant. De même, d'ailleurs, je le dis au passage, l'idée d'un affaiblissement de la présence française au Parlement n'est pas une idée sérieuse ou consistante quand on voit la manière dont les partis composent leurs listes. En France. Hein. La France est ce pays qui compose ses listes aux européennes en reprenant tous les battus des scrutins, pour des raisons de clientélisme interne, les recaser à droite comme à gauche, les recaser et leur donner une espèce de prime ou de revenu minimum qui leur permettra de continuer leur petite carrière avant de revenir, ils l'espèrent toujours, dans l'espace national, qui reste pour eux celui où ils se sentent le plus à l'aise. Et c'est frappant de voir comment à Bruxelles ils sont malheureux parce qu'ils ne comprennent rien aux règles du jeu et que personne ne les reconnaît. D'ailleurs, ils ne parlent pas les langues qui se parlent à Bruxelles. Et quand ils arrivent à Paris, enfin à Paris, ils sont invités partout pour répéter à peu près les mêmes choses et n'avoir prise sur rien. C'est tout à fait frappant de voir cela. Et on verra comment les grands partis choisissent leurs candidats et on verra là s'ils veulent que la France ait oui ou non
son mot à dire au sein du Parlement européen. Il y a longtemps qu'on ne le voit plus. En effet, la question de l'incarnation dans ces élections à venir est posée. Parlons-en avec vous, Daniel Cohen. On voit bien une sorte de trouble, puisque pour l'instant, il est très difficile de savoir qui va conduire, quelles seront les incarnations des différents partis politiques. Pour La République En Marche, on sait que ce ne sera ni Juppé, ni Bayrou, ni Daniel Cohn-Bendit. Pour les Républicains, on sait que ce ne sera pas Laurent Wauquiez, puisqu'il l'a dit. Pour le Front National, on sait que ce ne sera pas Marine Le Pen. Alors on entend parler de Thierry Mariani. On sait que la gauche est divisée. On sait que Benoît Hamon est prêt à s'allier aux Insoumis. Il l'a dit, s'il renonce à sortir de l'Union, comment va faire la gauche, Daniel Cohen, dans cette histoire? Franchement, je n'en sais rien. En un certain sens, je m'en fiche. Mais en effet, pas voilà, tout à fait, quand même. Le débat, non, mais le débat redevient national immédiatement. Et donc, je veux juste revenir un cran en arrière pour dire, moi aussi, à quel point je suis favorable à ces listes transnationales. C'était la seule manière de permettre à l'Europe de disposer d'un espace politique propre. On élit des listes transnationales, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va élire des représentants du Parti socialiste européen ou du Parti conservateur européen qui vont proposer quoi? Un programme européen. Qu'est-ce qu'on fait des institutions européennes? Est-ce qu'on va construire des ponts? Est-ce qu'on va faire des Spoutnik ensemble? Est-ce qu'on va favoriser la formation, la migration? Est-ce qu'on va disposer d'un budget pour préserver les frontières? C'est ça le débat dont les Européens ont besoin. Pourquoi cet éloignement? Parce qu'on fait de la politique politicienne en France et puis après on envoie des gens effectivement, qui sont les expulsés, les exfiltrés de la vie politique européenne et qui n'ont aucune opinion, aucune idée, sauf exception évidemment, et on en connaît, mais de ce que ça doit être qu'un débat européen. Dans tous les systèmes d'inspiration bicamérale, il y a une chambre qui est à l'échelle des peuples, le Congrès aux États-Unis, l'Assemblée nationale, et une chambre haute qui représente les régions. Nous avons déjà cette chambre haute en Europe, c'est le Conseil européen. Les chefs d'État, qui ont une espèce de double clé sur tous les sujets essentiels, sont les représentants des États. Il faut une chambre basse qui soit représentante d'un démos européen en construction, mais qui se détermine sur des questions européennes et non pas remettre au sein de ce débat le pour ou contre l'Europe. On est dans l'Europe par définition, puisqu'on est député européen. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et là, si ça n'est pas préparé par un programme, ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas eu un débat, s'il n'y a pas eu de la politisation à l'ancienne, gauche-droite, autour du projet européen, ça ne fonctionnera pas. Donc en effet, on est ramené à cause de cette disparition de cette possibilité, auquel d'ailleurs les partis pourraient revenir, parce que rien n'interdirait aux partis de reprendre la main là-dessus, d'avoir un parti socialiste européen ou un PPE européen, c'est-à-dire le Parti populaire, de présenter dans chaque pays une alternance, un français, un italien, un espagnol, etc. Et moi, je souhaiterais que ce soit pour eux la réponse donnée, pour ceux qui le souhaitent, à ce refus de transnationalité quand il s'agit du Parlement européen. Alors maintenant, effectivement, on est complètement sur Benoît Hamon prêt à s'allier aux Insoumis. Qu'est-ce que ça veut dire sur la gauche dans sa relation à l'Europe au moment où nous allons en parler, où nous allons aller voter? Oui, enfin, la grande question et Mélenchon que pour Macron lui-même, parce que du coup, on lui offre sur un plateau la possibilité de recomposer le territoire politique de la France. C'est grâce à ces élections européennes et le besoin d'avoir un scrutin national qui va pouvoir préparer, comme les assises du socialisme dans les années 70 qui avaient permis à Michel Rocard de rejoindre le PS, ça va permettre, c'est évident, enfin j'ai l'impression que Macron, on voit bien qu'il y a une partie de la droite, on va dire modérée, celle qui ne se retrouve pas dans Wauquiez, qui veut rejoindre Macron, ça donnera la possibilité de le faire. Et peut-être, puisque vous voulez parler de Benoît Hamon et de la France insoumise, ce sera aussi la possibilité d'une clarification. Donc c'est une élection européenne perdue, c'est une élection européenne dans laquelle on ne va pas parler de l'Europe, on va parler de la recomposition politique française. Personnellement, je trouve ça très dommage. Alors est-ce qu'on va parler en effet des questions de souveraineté, de la politique migratoire, des questions économiques, Christine Ockrem, dans ces futures élections européennes? Ah ben, je le souhaite vivement et je Est-ce que ça en prend le chemin ou est-ce que vous avez le sentiment, comme Daniel Cohen, que ce sont les sujets politiques français qui vont l'emporter dans cette histoire? Je crois que l'une des responsabilités majeures, ce sont les médias. Le jour où les médias français choisiront de traiter en profondeur de toutes ces problématiques dans leur véritable dimension, qui est celle de notre continent, oui, à ce moment-là, et j'espère vivement que ce sera le cas jusqu'au scrutin européen, oui, évidemment. Et pour cela, encore faut-il que les partis politiques se mettent au clair sur l'Europe. Est-ce qu'ils le font, ce travail d'aggiornamento aujourd'hui, les socialistes, les républicains? Là, je crois encore une fois que le fait de revenir à une circonscription unique et la manière, bien évidemment, dont Emmanuel Macron et ses troupes vont tenter de faire campagne, c'est évidemment ce qui se passera. Mais je voudrais revenir brièvement sur les raisons pour lesquelles
les partis politiques au sein du Parlement européen se sont opposés à cette liste transnationale qui aurait porté, et ça aurait été un début, et moi aussi je déplore que ça n'ait pas été retenu, que sur un tout petit nombre de sièges. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays fondateurs de l'Union européenne, ce sont des régimes parlementaires, beaucoup plus que nous. Nous sommes à mi-chemin entre présidentiel, parlementaire, etc. Donc ce sont les partis politiques qui tiennent le Parlement européen, avec d'ailleurs des assemblages qui paraissent contre nature. Le PPE, par exemple, dominé par la CDU de Mme Merkel. Il y a aussi Berlusconi, il y a aussi Viktor Orban, le Hongrois, qui n'est pas franchement fréquentable, etc. Pourquoi est-ce que ces partis sont contre des listes transnationales? Parce que dans leur régime parlementaire à eux, c'est une perte de pouvoir évidente. Et au-delà du croc-en-jambe que Mme Merkel aurait fait à Emmanuel Macron, d'abord on peut se dire qu'elle avait quand même d'autres soucis à monter sa propre coalition en interne, mais il y a aussi cette idée que c'est véritablement au sein des partis politiques que sera choisi le prochain président de la Commission européenne. Et ça, c'est l'enjeu majeur en 2019. Et le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où les partis ont rejeté, dans leur immense majorité, cette idée française, les Français, il faut toujours qu'ils aient de l'imagination. Bon, cette idée ne portant encore une fois que sur un tout petit nombre de sièges. Le paradoxe, c'est que si les conservateurs gardent, et c'est le cas dans le Parlement actuel, garde la majorité, c'est un Français, Michel Barnier, qui aurait des chances de devenir président de la Commission. C'est tout à fait paradoxal, mais il faut bien voir que le vrai enjeu de ce maintien ce que les Allemands appellent, là, il faut que je dise mes notes parce qu'hélas, c'est tout à fait paradoxal, mais il faut bien voir que le vrai enjeu de ce maintien ce que les Allemands appellent, là, il faut que je dise mes notes parce qu'hélas, ma maîtrise de l'allemand est nulle, le Spitzenkandidat, c'est-à-dire le candidat qui est issu de la majorité relative issue du Parlement, au sein même du Parlement de Strasbourg. Merci pour ces explications. J'aimerais qu'on termine avec vous, Dominique Régnier et François-Xavier Bellamy, sur finalement comment on peut ou non percevoir où en est aujourd'hui l'adhésion à l'idée européenne. C'est vrai qu'en France, on a le sentiment, parce qu'on a ce président très europhile qui a parlé de l'Europe dans son élection présidentielle, que le projet européen retrouve comme ça une adhésion. Les chiffres de l'Eurobaromètre semblent l'indiquer également. Et puis de l'autre côté, les populismes, l'europhobie qui augmente. On pourrait passer du temps à parler de l'actualité italienne, sans doute le fera-t-on dans une prochaine émission, et de tous ces populismes qui germent ici ou là. Est-ce qu'on sait réellement où on en est? Est-ce que c'est de cela qu'on parlera lors de cette élection en France, Dominique Régnier? Alors, vous parlez du clivage souverainiste européen, pour aller vite. Le clivage, il se complexifie par le fait qu'il y a souverainisme d'opposition, européisme de gouvernement. Les mêmes partis qui sont souverainistes dans l'opposition ou qui se colorent de souverainisme le font pour des raisons tactiques. Et c'est ce qu'on va voir malheureusement lors de ces élections européennes, où la question sera de battre la majorité en place. Et donc tous les moyens seront bons. Et comme la plupart des partis, par définition, sont dans l'opposition, on aura donc un débat en France très nationalisé, très politisé, et c'est ce que l'on peut craindre, et qui va provoquer du coup une incompréhension, une abstention. Je veux juste rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que 80% des 18 et 24 ans s'abstiennent aux élections européennes. Donc une élection nouvelle qui est désertée, abandonnée par les nouvelles générations. C'est une des causes, cette dissociation. L'europhilie est-elle représentée? Peut-être Emmanuel Macron a représenté, certainement d'ailleurs pendant la campagne, ce drapeau européen, sans aucun doute. Les Français ou les Européens sont-ils europhobes ou eurosceptiques? Ils tiennent des propos où ils ont des opinions qui sont souvent très critiques. Mais quand il y a un moment de vérité, on voit quand même quelle est leur position. C'est-à-dire, au fond, moi, je ferai la distinction entre est-ce que l'idéal les enthousiasme. Malheureusement, ils tentent à affaiblir et à s'éteindre. C'est aussi pourquoi cette conversation qu'on a eue avec vous, Émilie Oubry, a de l'importance. Cette affaire de liste transnationale était une relance de l'idéal européen, de même que l'idée d'une souveraineté commune.
Mais ce qui les réunit, les Européens, en tout cas quand ils sont concernés par la zone euro, c'est la défense de l'euro. Et là-dessus, ils ne varient pas. Toutes les élections aujourd'hui qui ont été tranchées avec des populistes dans la confrontation montraient que les peuples, même quand ils étaient sceptiques sur l'Europe, étaient solides sur la conservation de l'euro. Et donc ils savent bien, les Européens, ce qu'ils doivent très concrètement à l'Europe, et ça, ils ne veulent pas le mettre en péril. Je rappelle que les Britanniques, n'ayant pas l'euro, ont pu se permettre de faire cette expérience de souveraineté. Ce que vous résumez bien en disant qu'il s'agit du moment de vérité pour l'Europe. Est-ce qu'on sera réellement dans ce moment de vérité, François-Xavier Bellamy ? Ce qui est sûr, c'est que le débat sera national, il sera politique, mais je serais peut-être moins pessimiste que l'échange qu'on vient d'avoir. Je crois que, de fait, cette recomposition politique qui va évidemment trouver là une étape supplémentaire, elle va se jouer aussi sur la question de l'Europe, qui en fait est une des questions fondamentales pour l'avenir. Au fond, le débat politique, c'est Emmanuel Macron qui en a eu l'intuition avec brio, ne se joue plus sur les questions du XXe siècle. Et les questions du XXIe siècle, elles sont devant nous, et la question de la souveraineté est une question du XXIe siècle. C'est-à-dire à quelle échelle penser la souveraineté. Dominique Régnier vient de nous dire dans une formule étonnante que c'est parce que les Britanniques n'étaient pas dans l'euro qu'ils ont pu se permettre cette expérience de la souveraineté. La question se pose, et beaucoup de Français se la posent, de savoir dans quelle mesure nous pouvons encore nous reconnaître comme une nation souveraine. Et c'est la raison de cette inquiétude à l'égard de l'Europe, dont ils ont le sentiment qu'elle se construit contre eux ou malgré eux. Et finalement, ils sont peut-être moins favorables à l'euro qu'inquiets de sa disparition. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est moins un enthousiasme à l'égard de la monnaie unique qu'une anxiété majeure quant à ce qui se produirait si cette monnaie s'effondrait. Et donc, il y a, me semble-t-il, une nécessité de reconstituer l'idéal européen en passant par la voie de la démocratie. Et c'est pour ça, là, je suis peut-être le seul autour de cette table à être défavorable aux listes transnationales qui se dessinaient, parce que ça aurait été une occasion de plus de faire un pas. On fabrique le démos européen malgré les peuples. Ça peut être, ces listes transnationales, un objet du débat qui s'ouvre, mais le fait de les réaliser avant ce débat aurait constitué un problème supplémentaire. Très brièvement, quelques conseils de lecture sur ces deux thématiques que nous avons développées aujourd'hui. Christine Ockrent. Alors, un livre que je viens de commencer, donc, qui s'intitule « Combattre l'Europe » de Lénine à Marine Le Pen, un ouvrage de Bernard Brunto au CNRS Éditions. C'est très très intéressant, c'est l'histoire de l'anti-Europe dans la pensée en Europe. Merci pour ce conseil. Daniel Cohen, sur notre premier thème, je crois. Oui, sur le thème de l'école, le livre de Christian Baudelot et de Robert Establet, qui s'appelle de mémoire « L'élitisme est républicain », dans lequel il revient exactement sur ce dont on a parlé, les enquêtes PISA, et les raisons pour lesquelles les inégalités augmentent en France au cours du cycle scolaire. François-Xavier Bellamy et Dominique Régnier. Très très rapidement, on est très en retard. Un livre d'Augustin Dumière, un enseignant du secondaire qui s'appelle Petit fonctionnaire, un livre magnifique et d'utilité publique pour comprendre la crise de l'école. Et la réalité du quotidien d'un enseignant, Dominique Parmi Régnier. tous les élèves, il y a toujours un distrait qui ne fait pas son travail, c'était mon cas. Et en général, il s'en sort en trouvant que l'idée précédente était excellente, et donc je reprendrai l'idée de Christine Ockrent, le livre de Bernard Brunto, qui est remarquable. Formidable. Dominique Régnier, merci beaucoup. Christine Ockrent, François-Xavier Bellamy et Daniel Cohen. Merci à Céline Leclerc qui a préparé comme toujours avec moi cette émission. Merci à Luc-Jean Reynaud. Merci à vous d'être venus si nombreux une nouvelle fois ce matin au studio 105 de la Maison de la Radio. À la technique aujourd'hui, on remercie Jean-Michel Després, Philippe Thibault, Claude Niort et Antoine Viossa. Et tout de suite, comme toujours, on retrouve Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine. Déjeuner dominical aujourd'hui avec le cinéaste et ethnologue Jean Rouch, avec notamment une bouillie de mil mélangée à des feuilles d'oseille sauvage, mais aussi la cuisson et la dévoration d'un chien, ce qui est nettement moins appétissant. À dimanche prochain, néanmoins.